Bonjour les amis, on se rapproche doucement de la fin de cette série de vidéos. Et à la fin de cette série, je vous l'annonce déjà, je vais faire une petite pause. Une pause notamment parce que j'ai envie de lire, il y a trop de livres intéressants que j'ai laissés en suspens, et j'ai envie de retrouver ce temps de me nourrir, de me poser, de pas avoir de deadline, et puis de renouveler mon cadre théorique, d'avoir de nouvelles choses à vous dire. Et puis bien sûr, il faut aussi que je prenne le temps d'écrire, parce que si vous me suivez, vous le savez que je suis en train de travailler sur un traité de rhétorique qui va paraître dans le courant de l'année prochaine. Et donc je vous donne déjà rendez-vous, la saison 3 de Parle va commencer le dimanche 12 janvier. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est que vous commencez à devenir des orateurs compétents. Et être un orateur compétent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le choix. Ça veut dire que vous subissez pas la situation. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une idée à faire passer et vous pouvez la faire passer de différentes manières. Vous pouvez choisir la persuasion, vous pouvez choisir l'argumentation, vous pouvez faire passer votre idée avec une figure de style. Vous avez à votre disposition différents types d'arguments, différentes stratégies persuasives, etc. Mais il y a une chose qui est pourtant fondamentale, qu'on n'a pas encore travaillé, c'est votre capacité à raconter des histoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Je vous mets ça dans la description, mais donc il y a des études qui montrent que quand vous racontez quelque chose, plutôt que d'être sur le mode argumentatif, votre message passe beaucoup mieux, parce que quand on argumente, les gens se mettent en mode vigilance, ils sont prêts à contre-argumenter, alors que quand on raconte, les gens se détendent, ils partent en voyage avec nous. Et puis il y a aussi des études qui montrent que ceux qui ont cette compétence à bien raconter des histoires, c'est ceux qui accèdent le plus facilement aux positions de direction. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mais quand on sait bien raconter des histoires, on sait bien souder une communauté, on sait donner une vision, on sait entretenir un socle de valeurs communes. Donc c'est une compétence que vous devez avoir dans votre bagage d'orateur. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner la recette pour raconter de bonnes histoires. Et puis je vais vous illustrer ça en vous racontant ce qui est à l'heure actuelle ma plus grande honte. Bien, je vais commencer par vous donner la structure très simple de ce qu'est une histoire. Pour que vous ayez une histoire, vous avez besoin de 3 temps. Vous avez besoin d'un temps d'exposition, vous avez besoin d'un temps de contradiction, un temps de conflit, et puis vous avez besoin d'un temps de résolution. Et ça, vous pouvez vous le représenter très simplement avec 3 conjonctions de coordination. Et, mais, donc. Pourquoi et? Eh bien parce que et c'est un mot d'exposition. Quand vous commencez votre histoire, vous ajoutez des éléments. C'était dans un château, et il y avait une princesse, et etc. Et quand vous êtes dans cette phase d'exposition, il faut faire attention à pas donner trop d'éléments. Il faut pas assommer votre public, parce que votre public il va recevoir les éléments, et à un moment il va se demander, et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut éviter que ça vienne de votre public. C'est à vous d'instaurer de la contradiction, c'est à vous de créer une rupture avant que votre public ait envie que ça se passe. Le temps de contradiction, eh bien, vous pouvez vous le symboliser par la conjonction « mais ». Dans un magnifique château, il y avait une princesse, elle vivait heureuse, mais... Et donc vous introduisez une contradiction, vous introduisez un conflit. Et puis finalement, donc, eh bien, donc c'est un mot de résolution. Donc, ça amène la morale de l'histoire. Et donc maintenant, je voudrais qu'on rentre en détail dans chacune de ces phases pour que vous compreniez bien la fonction de chacun de ces temps. Quand vous êtes dans la phase d'exposition, la première fonction, c'est que le public sache où on est. Vous devez créer un univers cohérent. Il ne faut pas que le public se pose des questions qui nuisent à sa compréhension. Du type, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Pourquoi on est ici? Pourquoi il fait ça? Etc. Donc vous ne devez pas en donner trop, vous devez en donner suffisamment pour que l'univers soit cohérent. Mais ça, c'est vraiment la fonction de base. Ce qui est aussi important dans cette phase d'exposition, c'est de créer les conditions pour que le public s'identifie à votre personnage. Et souvent, on s'identifie à quoi? On s'identifie à des gens qui sont comme nous. C'est ça qui est intéressant. C'est des gens modestes, c'est des gens comme nous qui finissent par accomplir des grandes choses. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que vous créiez les conditions pour que le public s'identifie au personnage, qu'il en ait quelque chose à faire. Et ça, c'est important, parce que sinon, quand vous allez plonger votre personnage dans les péripéties, quand le bateau va commencer à tanguer, votre public, il n'en aura rien à faire. Donc, première fonction, vous plantez le décor. Deuxième fonction, vous rendez votre personnage sympathique, attachant. Et puis, troisième fonction, vous devez commencer à captiver le public. Et comment est-ce qu'on captive le public? En lui signalant, ici ou là, qu'il y a certains éléments qui pourraient foirer. Donc, pensez à un film d'épouvante. Quand on voit un film d'épouvante, je sais pas, Les Dents de la Mer, eh bien, on ne voit pas la créature tout de suite. On commence d'abord par entendre une musique qui fait peur, on commence par voir une ombre, on commence par entendre un bruit bizarre, on commence par voir juste la patte du monstre, etc. Et donc, c'est une technique qu'on appelle
le fusil de Tchekhov. Et donc le fusil de Tchekhov, c'est quoi? C'est l'idée que dans une pièce de théâtre, si on voit un fusil accroché au mur dans le premier acte, ce fusil doit tirer dans le troisième acte. Donc ça veut dire que dans votre scène d'exposition, vous devez mettre comme ça des petits indices pour votre public, de choses qui pourront avoir une grande importance par la suite. Il faut mettre quelques ombres dans votre tableau idyllique pour que le public se dise « oui tiens, faut que je sois vigilant à ça ». Donc vous avez planté un décor, vous avez campé un personnage dont on a quelque chose à faire, et puis vous nous avez suggéré que certains éléments pourraient mal tourner. Et donc deuxième temps, patatras, les choses se passent mal. Il y a un élément perturbateur qui survient. Et donc là, votre rôle, quand on est dans ce deuxième temps de l'histoire, c'est de maintenir le suspense. Et donc le suspense, c'est quoi? Le suspense, c'est que on sait pas comment le personnage va s'en sortir. Le danger, il peut sortir de là, il peut sortir de là, il peut sortir de là. Le personnage, il peut essayer une première manière, il peut essayer une deuxième manière, et puis à chaque fois, on pense que ça va marcher, mais ça foire, et donc il faut maintenir cette tension. On ne sait pas d'où va venir le danger, et puis une fois que le danger est là, on ne sait pas comment le personnage va s'en sortir. Et il y a des moments où on pense qu'il va pas s'en sortir. Et il faut parvenir à étendre cette incertitude. C'est ça le suspense. Et puis vous arrivez dans le dernier temps de votre histoire où le personnage finit par se sortir de cette situation problématique et il est donc temps d'expliquer comment il a fait et de tirer la morale. Et donc faut vous exercer, quand vous racontez une histoire, à ce que ce soit édifiant. Et donc finalement c'est à ça que ça sert une histoire. Une histoire c'est un véhicule qui permet de faire passer une grande idée, qui permet d'incarner une grande idée. Et donc avec ce modèle à l'esprit, ce que je vous propose de faire, c'est d'identifier un moment charnière dans votre vie et de le mettre en récit selon ces 3 temps. En fait c'est comme ça qu'on apprend. Parce que au cours d'une semaine, au cours d'un mois, au cours d'une vie, il nous arrive constamment tout un tas de choses, et la seule manière de changer toutes ces choses qui nous arrivent en une expérience sur laquelle on peut s'appuyer et qu'on peut partager, eh bien, c'est en étant capable d'organiser ça en une histoire. Et là, je voudrais faire une précision. Il y a 2 choses qui peuvent nous retenir, qui peuvent nous empêcher de partager notre histoire. La première, c'est qu'on peut avoir tendance à se dire « oui, mais ma vie, elle est pas épique, ma vie, elle est pas assez intéressante pour que je puisse en tirer des choses. » Et bah, rappelez-vous que Jean de La Fontaine a été capable d'écrire une histoire épique à partir d'un chêne et d'un roseau sur lequel le vent soufflait. Donc la question c'est pas tellement est-ce que vous avez une vie épique, la question c'est est-ce que vous êtes capable de faire de votre vie une matière épique, et vous avez plutôt intérêt à vous exercer à le faire. Et puis la deuxième chose c'est que vous pouvez vous dire oui mais partager mon histoire il y a quelque chose d'égocentrique. Et donc là, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est à ça que ça sert de mettre une morale dans les histoires. Parce que finalement, l'histoire que vous racontez, c'est pas à propos de vous, c'est à propos de ce que vous pouvez enseigner à votre public. Et l'histoire, c'est seulement un véhicule pour faire passer cette morale. Ça permet de l'incarner, ça permet de rendre ça captivant, ça permet de rendre ça intéressant. Mais votre objectif, c'est d'apprendre quelque chose à votre public. Ceci étant posé, je vais vous raconter maintenant l'histoire de ma plus grande honte. Alors, ça peut vous surprendre si vous me voyez comme ça, mais du collège jusqu'à la fin du lycée, j'étais un fan total de Bob Marley. J'avais ses disques, j'étais toujours en quête de CD un peu plus rares, j'avais les enregistrements où il était sur scène, et puis il y a même un moment où j'ai essayé de me faire pousser des dreads. Donc c'était pas une réussite, mais pour vous dire à quel point j'étais accroché à Bob Marley. Et donc une raison pour laquelle j'étais accroché à Bob Marley, c'est qu'il rassemblait, c'est qu'il mêlait les 2 choses qui étaient les plus belles pour moi, à savoir la musique et puis un engagement politique. Et donc je rêvais d'être comme lui, et un jour, j'ai vu mon rêve sur le point de se réaliser. Je m'étais inscrit dans une école de musique qui s'appelait le Studio Roosevelt, sur une rue qui allait vers la gare à Mantes-la-Jolie. Et donc si ça dit quelque chose à quelqu'un, bah je vous embrasse, donnez-moi des nouvelles si ce que je vous dis vous parle. Mais donc je m'étais inscrit dans cette école parce qu'ils avaient une pédagogie qui consistait la moitié de l'année à nous faire jouer en groupe pour préparer des morceaux en vue d'un grand gala. Et donc pour moi c'était la chance rêvée de enfin pouvoir incarner Bob Marley sur scène. Et donc j'ai proposé de chanter la chanson qui s'appelle War, parce que c'est une chanson qui a un texte politique, vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc, en vue de ce gala, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, à m'entraîner beaucoup, et à m'entraîner notamment en regardant des vidéos de Bob Marley. Et donc Bob Marley, vous irez voir également, il avait un jeu de scène un peu particulier. Et donc, le jour du gala se rapproche. Et à l'approche de ce jour de gala, j'ai un peu trop confiance en moi. Et du coup, j'invite tous mes potes. J'invite tous mes potes du lycée en leur disant « Venez, ça va être trop bien, je suis une bête de scène. » J'ai vraiment dit ça, j'ai vraiment dit ça à des gens. C'était la première fois que je montais sur scène pour chanter une chanson, mais je disais aux gens « Je suis une bête de scène. » Et donc voilà, le jour du gala arrive, il y a pas mal de monde dans la salle, il y a ma famille, il y a mes amis.
le rideau s'ouvre, et je commence à chanter mon morceau. Et puis, je sais pas pourquoi, mais de la première note à la fin de la chanson, j'ai chanté en faisant des flexions comme ça. Ça veut dire qu'il y avait le micro qui était là, et ça veut dire que, un mot sur deux, j'étais comme ça. Ce que le public entendait, c'était un truc du type et la personne qui s'occupait du son essayait tant bien que mal de m'accompagner en haussant et en baissant le son. Et il se trouve que pour faire comme mon idole, à la fin de la chanson, je prends le micro et je crie « Everywhere !» Et j'entends un cri, mais vraiment un cri de frayeur dans la salle. Oh, j'ai crié pendant que le son était au maximum. Le rideau se ferme. Il y a le directeur de l'école qui arrive vers moi, qui prend le micro, qui me regarde en me disant « Ah bah bravo !» Je descends de scène, il y a tous mes potes qui sont extrêmement gênés, et à la suite de ça, mais c'est pas dans les semaines qui ont suivi, c'est dans les mois qui ont suivi, et mes potes ont commencé à se foutre de moi, avec des trucs du genre alors Victor, tu fais quoi ce soir ?» Ou alors « Qu'est-ce qui t'arrive Victor, pourquoi est-ce que tu broies du noir ?» Enfin, vous voyez l'idée. Ils ont décliné ça encore et encore, et si vous voulez, donc ça c'est un truc qui est arrivé, je pense, il y a une quinzaine d'années, et encore aujourd'hui, au moins une fois par an, il y a quelqu'un qui se fout de moi à cause de ce gala où j'ai foiré Bob Marley sur scène. Et donc, dans les jours qui ont suivi cet échec, j'avais vraiment un profond sentiment de honte. Vous voyez, je me sentais un peu sale comme ça. Et puis en plus, j'avais l'impression que j'avais un rêve qui s'était effondré parce que je pouvais plus regarder ma guitare. Et puis j'avais plus envie de mettre les pieds dans cette école de musique où je m'étais vraiment tapé la honte. Et puis j'avais évidemment embarqué avec moi tous les gens qui étaient venus sur scène. Mais ça m'a pas traumatisé au point d'arrêter de tenter des trucs. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, il y a plein de gens qui se demandaient « Mais est-ce que tu vas pas te foutre la honte? Est-ce que c'est pas dangereux? » etc. Ce qui fait que cet événement m'a pas affecté outre mesure, c'est en partie parce que j'ai de la force de caractère, mais aussi parce que j'ai eu beaucoup de chance. La chance que j'ai eue, c'est que c'est un événement qui s'est produit avant l'ère où tout le monde a un smartphone, avant l'ère où tout le monde partage tout le temps. Si un événement comme ça arrive à un ado d'aujourd'hui, il va se faire démonter dans son collège ou dans son lycée, et ça peut avoir des conséquences très graves. Et c'est ça la morale que je voudrais retenir de cette histoire. La honte publique, c'est quelque chose qui peut détruire les vocations, c'est quelque chose qui peut détruire les gens même, mais c'est surtout quelque chose qui, à l'échelle d'une société, peut détruire la créativité. Et donc, depuis cet événement, moi, quand je vois quelqu'un qui tente quelque chose et qui se plante, j'essaie de pas voir le clown, j'essaie de pas voir le bouffon, j'essaie de voir l'audacieux. J'essaie d'y voir quelqu'un qui a eu le courage de faire quelque chose qui dépassait peut-être ses compétences. Plutôt que de blâmer une personne parce qu'on la trouve gênante, parce qu'on la trouve malaisante, parce qu'on la trouve embarrassante, on devrait plutôt essayer d'y voir une personne audacieuse. Parce que si on ne s'est jamais tapé la honte, c'est sans doute parce qu'on n'a pas assez tenté. Maintenant c'est à vous, racontez votre histoire, partagez-la si vous le sentez, et surtout, prenez bien soin de vous, et à demain.